Une catastrophe environnementale en Côte d'Ivoire. Une mine a laissé une fuite qui a empoisonné plusieurs personnes. Il y a un reportage, je vous laisse avec la vidéo et on va la commenter juste après. 185 personnes intoxiquées en Côte d'Ivoire après une fuite dans une mine d'or, on te raconte. Ça se passe dans la zone de Zouaounié, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Près de 200 personnes ont souffert de vomissements, maux de tête et courbatures après avoir consommé de l'eau et des poissons. Selon le ministère ivoirien de l'Environnement, c'est une fuite émanant d'une mine d'or qui est à l'origine de la pollution. Des eaux contaminées au cyanure se sont déversées dans la rivière, puis dans le fleuve Cavali, causant des vomissements et des maux de tête et une mortalité massive de poissons. Endeavour Mining, la société propriétaire de la mine, a réfuté toute mise en danger des populations. La société minière assure avoir remplacé la vanne défectueuse. Selon le ministère, la société s'est engagée à approvisionner les populations en eau potable en attendant la dépollution. Les personnes intoxiquées ont été prises en charge au centre de santé du village de Ouyatouo. Pour l'heure, aucun décès n'a été signalé selon le préfet de Zouaounié. Voilà, en Côte d'Ivoire, comme la vidéo vient de nous le dire, il y a eu une tragédie environnementale lorsqu'une fuite de produits chimiques dans une mine d'or a causé une intoxication massive. Mani, je pense que tu as fait des études en médecine. Tu as fait des études en médecine et lorsque on voit ce genre de choses, qu'est-ce qui peut causer, quels sont les éléments qui peuvent peut-être, je ne sais pas, faire que les gens se sentent mieux juste après? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils changent d'environnement tout de suite? Est-ce qu'il faut qu'ils, je ne sais pas, qu'ils mangent quelque chose de spécial histoire de, voilà, de guérir ou bien c'est comment? Eh bien, il n'y a pas quelque chose, bon, manger, je ne dirais pas, mais après, il y a certains cas où il faut juste désaffecter l'endroit, prendre les populations, les déplacer et assainir un peu l'endroit, désaffecter et tout. Mais il y a des cas où c'est irréversible. Nous avons par exemple le cas de Nagasaki et Hiroshima, la bombe nucléaire, la centrale nucléaire si je ne me trompe pas. Alors, ce sont des effets quasiment irréversibles. Jusqu'à ce jour, il y a des conséquences de cette catastrophe-là. Alors, donc dans certains cas, on peut déplacer les gens et assainir, désaffecter le lieu, le milieu, mais il y a certains cas où c'est irréversible. C'est vraiment comme ça que ça paraît. Les commentaires sous la vidéo de ce reportage étaient presque unanimes lorsqu'ils disaient en tout cas l'Afrique, on a vraiment le même problème qui est vraiment, on peut dire la négligence d'un certain côté. Parce que ce genre de choses, oui c'est vrai que ça n'arrive pas qu'en Afrique, mais la plupart du temps c'est toujours ici. Comment on peut expliquer qu'une mine fuite comme ça et automatiquement accès à une zone où les gens sont habités? Normalement, ils ne devraient pas mettre un périmètre de sécurité, histoire que, voilà, que les gens puissent vivre loin. Effectivement, c'est vraiment ça. Normalement, là où il y a une usine, disons ça comme ça, des usines et tout ça, les gens ne devraient pas habiter tout autour. C'est pas possible parce que de là sortent des produits toxiques, des produits chimiques, des gaz et tout ça qui sont vraiment toxiques pour l'organisme. Et on ne peut pas, c'est vraiment pas possible de vivre dans ces conditions-là. Mais l'Africain qu'il est, ne voit toujours pas ces règles-là d'hygiène, ces règles de santé, ces règles très importantes par rapport à ces milieux-là. Donc pour moi, je dirais que quand on a la possibilité d'éloigner les populations des usines, surtout des mines, comme ça, comme on vient de voir, faisons-le. Faisons-le, c'est pour le bien des populations, c'est pour notre propre bien. Et surtout nous-mêmes aussi, la population. N'allons pas construire mais peut-être que ces populations se disent que vivre dans des quartiers résidentiels, c'est justement cher parce que c'est un quartier résidentiel. Autant prendre, je ne sais pas moi, quelques tôles et essayer de faire une cabane à côté d'une mine. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier sa santé comme ça juste pour vivre moins cher, on va dire? Non, ça n'en vaut pas la peine. En tout cas, mieux vaut vivre cher, mais que d'avoir une bonne santé, que de vivre en danger en permanence et de mourir comme des fourmis. C'est pas possible, non. Ce problème pourrait vraiment être réglé par les logements sociaux.
Mais on n'a pas de logement social en Afrique. Enfin, c'est très rare. Il y a des logements sociaux au Ghana, il y a des logements sociaux, si je ne me trompe pas, au Cameroun aussi. Mais ce n'est pas la norme, en fait, comme on voit dans les pays occidentaux, où il y a vraiment des logements sociaux, où les gens qui se sont déclarés à l'État comme chômeurs peuvent aller quand même avoir un toit ou quelque chose comme ça à habiter et manger aussi, parce que parfois il y a des structures comme les Restos du Cœur qui donnent à manger aux gens qui n'ont pas forcément les moyens. Mais ici, il n'y a pas ça. Donc les gens sont obligés d'aller céder leur santé juste pour avoir quand même un toit sur la tête. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est mieux de vivre à côté même d'un aéroport où à n'importe quel moment on a le risque qu'un avion nous tombe dessus, que vivre, je ne sais pas moi où, dans quelle brousse. Parce que là-bas, il y a des animaux qui peuvent nous attaquer, il y a des maladies qu'on peut attraper, il n'y a pas de soins du tout dans la brousse, donc c'est vraiment compliqué. L'événement a déclenché une réponse d'urgence, une réponse d'urgence avec l'évacuation des personnes affectées vers des centres médicaux et des efforts pour contenir et neutraliser les substances dangereuses répandues dans l'environnement. Un deuxième problème aussi, en parlant de l'environnement, l'Afrique a la chance d'être le continent le moins pollué du monde parce qu'on est encore jeune, on va dire ça comme ça, on n'a pas encore beaucoup de structures, on n'a pas encore beaucoup d'usines et tout ça, mais on suit déjà une route qui n'est pas la bonne. On a des usines, mais on n'a pas d'usines pour recycler, par exemple, le plastique conséquent. Donc des usines vraiment où on peut prendre des tonnes et des tonnes de plastique et recycler et faire autre chose avec. La salubrité dans cette ville ou dans ce continent est vraiment à désirer. Est-ce qu'il y a des exemples peut-être à côté de chez vous lorsque vous passez, enfin des exemples à côté de chez toi quand tu passes et que tu vois, tu dis vraiment comment les gens peuvent vivre ici franchement, comment on peut manger à côté d'un endroit pareil? Ah mais oui, il y en a plein. Si je peux donner un exemple, voyons voir même à côté de la maternité de Kitambo. Il y a une poubelle là, mais il y a l'hôpital, il y a la poubelle à côté, il y a des gens qui vendent, qui mangent, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles, ils ne sont pas dérangés par l'odeur. Même quand tu passes là, ne fût-ce que même 5 minutes, tu ne supportes pas. Mais après, les gens se disent que l'hôpital c'est propre alors que non. Non. L'hôpital est vraiment un nid à maladies et un nid à bactéries. Les malades sont là-bas. C'est ça. Et surtout, à côté, il y a une poubelle, comme je disais. Et tu vois les gens qui mangent normalement, alors que toi, tu passes là, tu ne supportes même pas l'odeur. Mais comment vous arrivez à vivre dans une situation pareille? C'est pas possible. Des plastiques partout, des déchets partout. Le sable, la boue, non. On n'a pas de poubelle un peu partout dans les recoins où quelqu'un pourrait venir avec sa bouteille en plastique ou son sachet, quelque chose, mettre dans la poubelle. Il n'y en a pas. Et là où il y en a, ça déborde. Donc et quand ça déborde, il n'y a même pas de système pour venir enlever. C'est terrible. Oui, il y en a, mais il y en a. Mais ils ne font pas. Ils ne font pas leur travail, effectivement. Donc on peut se dire que c'est un peu le même mal qu'il y a partout. Et je suppose aussi que les Ivoiriens se plaignent que le gouvernement va encore prendre du temps avant de régler le problème. On est vraiment comme des frères et sœurs issus des mêmes parents. Les parents, c'est l'Afrique et nous tous, les pays d'Afrique, on est vraiment en train de subir les mêmes choses. Je suppose que si c'était même en RDC, on allait attendre une semaine peut-être, je ne sais pas, avant de trouver une solution au problème. Une semaine, en tout cas je pense même que c'est très peu. Une semaine c'est très peu, des mois peut-être. Parce que si c'est un problème grave comme ça, s'il faut construire les routes, on nous prend des mois. Alors pour un problème comme ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On va passer à la deuxième actualité. La deuxième actualité est la CAF qui condamne Samuel Eto'o à une amende de $200 000. $200 000 pour son partenariat avec OneXBet. La vidéo qui explique tout va tout de suite passer sur vos écrans. La CAF condamne Samuel Eto'o à $200 000 d'amende. Il annonce faire appel. On te raconte. Jeudi 4 juillet 2024, la Confédération africaine de football a rendu sa décision concernant Samuel Eto'o. Elle l'a condamné à $200 000 d'amende pour avoir signé un contrat d'ambassadeur de marque avec la société de paris sportif OneXBet en échange d'une rémunération. Un partenariat qui, selon la Confédération, viole les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif prévus par les statuts de la CAF.
Mardi 25 juin dernier, le président de la FECAFOOT avait été entendu au Caire, en Égypte, par le jury disciplinaire de la CAF pour cette affaire, mais aussi pour des soupçons de trucage de match du championnat du Cameroun. La CAF a blanchi Samuel Eto'o sur ce point, estimant qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner. Eto'o échappe donc à une lourde sanction, il risquait une suspension à vie de toute activité liée au football. Le vendredi 5 juillet, Samuel Eto'o a annoncé par l'intermédiaire de ses avocats faire appel de cette décision. Le jury de la CAF devra donc à nouveau se prononcer sur le sort de Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o, 200 000 $, c'est le montant de son amende. C'est vraiment compliqué. Tout ça à cause de son partenariat avec la société, l'entreprise de Paris Foot 1xBet. Le Paris Foot est, on peut dire, un bon point et un mauvais point dans la jeunesse africaine, parce qu'on voit de nombreux jeunes aujourd'hui qui s'endettent pour aller parier, et lorsqu'ils parient, ils perdent tout. Et vu qu'ils se sont endettés, ils doivent quand même rembourser la personne chez qui ils ont pris l'argent. Est-ce que tu as des cas que tu vois, je ne sais pas, dans la vie de tous les jours, des gens vraiment qui, en tout cas, tu te dis, mais pourquoi tu as toujours 1xBet ou je ne sais pas moi, quel autre truc Paris Foot? Mais oui, aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés de paris sportifs. Hein. Comme on vient de citer 1xBet, il y a dans notre pays ici Winner et tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment un véritable fléau. Tu vois des gens, donc un monsieur qui a son petit stand, son petit stand, plein de gens, surtout les jeunes, 15, 20 personnes, mais... Et surtout, le plus étonnant est que dernièrement, j'ai vu même des femmes qui s'y mettent carrément. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut aimer autant l'argent facile? Et surtout, où on sait que c'est fort probable que tu ne gagnes même pas. Franchement. Donc, les gens ne veulent plus vraiment travailler de leurs mains. Ils ne veulent plus sortir le matin et peut-être faire toc toc toc. Est-ce que vous cherchez de l'emploi et tout, vous recrutez, ce genre de choses. Les gens ne veulent plus faire ça. Ils veulent juste aller parier et se faire de l'argent rapidement. Et au moins quand tu fais ça, tu vois, lorsque tu fais ça peut-être 2-3 fois et que tu as une bonne somme, tu peux commencer à faire quelque chose d'honnête, sinon tu peux commencer à faire quelque chose de sérieux, mais non. C'est ça le problème avec les paris, les jeux d'argent. C'est que dès que tu es lancé, tu ne sais plus t'arrêter. Tu vois, donc dès que tu as des gains, tu veux toujours gagner, toujours plus. Et jusqu'à ce que tu vas perdre tout. Hein. Et même s'il perd, il ne se fatigue pas, il va encore jouer jusqu'à ce qu'il va gagner. Il y a des gens qui enchaînent 5 défaites et ils ne vont pas abandonner. Ouais, il est là. Ils sont toujours là, ils vont toujours jouer. Tu te dis, mais persévérant, si tu avais cette persévérance dans le fait de chercher un travail, aujourd'hui, tu serais peut-être même fatigué. Tu serais, je ne sais pas moi, où, quelque part là, dans un bureau ou à la tête de ta propre entreprise. Mais non, les gens sont persévérants seulement dans, on va dire, bon, on ne peut pas dire l'argent facile, on va dire l'argent rapide. Parce que le pari foot n'est pas non plus facile, parce qu'il faut vraiment analyser les statistiques, il faut vraiment que tu sois là. Est-ce qu'ils vont jouer? Non, ce joueur-ci est tombé malade. C'est généralement lui qui marque souvent. Donc, on doit mettre ça en pause. Donc, franchement, les gens qui jouent au pari foot, enfin au pari sportif, sont vraiment de grands stratèges. Ils savent analyser. Ils ont vraiment un don pour ça et ils ne le savent pas. Ils pourraient vraiment devenir des chercheurs ou des conseillers dans les entreprises pour la gestion stratégique. Ce serait vraiment quelque chose. C'est un emploi qui existe et qui paye très bien. Donc, au lieu de passer votre temps à analyser les statistiques, les pronostics des équipes, qui quand ils gagnent ne vous donnent rien, essayez de déguiser ce côté en vous et faites part de ce côté aux employeurs. Ça pourrait vous apporter vraiment quelque chose dans la vie. Effectivement. Donc voilà, c'est très important. N'hésitez surtout pas à, comme on vient de dire, connaissez-vous, comme on l'a dit plus tôt au début de l'émission, connaissez-vous, apprenez de vos qualités et essayez maintenant de vous vendre avec ça. Essayez de vous vendre avec ça, c'est très important. Cette fameuse amende reflète les préoccupations croissantes concernant l'impact potentiel sur l'image du sport, les risques associés aux paris sportifs non réglementés. J'insiste sur non réglementés. Parce que c'est normal de parier, on va dire, il y a beaucoup de gens qui le font, mais lorsque c'est réglementé. Lorsque c'est non réglementé, c'est là que ça devient un problème. Samuel Eto'o, un ancien
un ancien joueur international camerounais, figure et respecté du football africain, pourrait faire appel de cette décision qui soulève des questions sur les liens entre les célébrités sportives et les entreprises de jeux. Parce que lorsque les gens voient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dire parier contre, je ne sais pas moi, parier contre le Cameroun lors du match de Cameroun versus Congo, on ne va pas le croire. Mais lorsqu'on voit un footballeur ou un coach dire oui, moi je connais les faiblesses ou les avantages de telles équipes, parier pour ceci, bien sûr qu'ils vont écouter, n'est-ce pas? On a plus tendance à croire une personne qui sait plutôt qu'une personne qui ne sait pas juste parce qu'il est dans le métier depuis longtemps, alors que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être que même il n'est même plus, comment on va dire, il n'est plus aussi performant. Et il n'a plus peut-être l'œil et que c'est ce jeune-ci qui voit. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est ça. Ces entreprises utilisent généralement des figures qu'ils connaissent comme ça pour essayer d'amadouer la jeunesse. C'est ça. C'est compliqué. C'est juste question d'influence en fait. Ils sont influents, alors les gens les suivent naturellement parce qu'ils ont de l'influence. Donc c'est juste ça. Une énième fois encore, franchement, cette information, le monde, les journaux, les magazines, les sites sont saturés et c'est des attaques meurtrières en Ukraine. L'hôpital pour enfants de Kiev a été touché. Par qui, vous allez me demander? Eh bien, nul autre que la Russie. Une série d'attaques meurtrières en Ukraine a récemment frappé plusieurs régions, y compris la capitale qui est Kiev. Parmi les cibles touchées figure un hôpital pour enfants. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous parlais de la journée des enfants victimes de guerres comme ça, de violences et de maltraitance. Et c'est exactement dans ce genre de cas qu'on se demande où est l'humanité, où est ce cœur que les gens avaient autrefois. Attaquer un hôpital pour enfants, Mani, franchement. C'est grave, c'est très grave parce que, enfin, je ne le conçois pas. Ce sont des enfants, ils n'ont rien fait. Ils se retrouvent juste au beau milieu de cette guerre, au beau milieu de tout ça et ils sont victimes de tout ça. Après, on ne va pas aussi dire il faut contrôler un peu vos armes, vos bombes. Hein, quand vous lancez là, il faut... Mais non, on peut pas. De nos jours, les missiles, les bombes, ce genre de choses sont quand même contrôlables. On peut savoir qu'une bombe, lorsqu'elle explose, elle peut atteindre un rayon de 10 mètres. Tu sais qu'à moins de 10 mètres, il y a un hôpital, il y a une école, il y a des maisons des civils, où il y a la zone neutre réservée à la presse. Mais tu n'attaques pas. Ah bah, eux, c'est pas forcément ça, hein. C'est la guerre. Donc, ils réclament quelque chose. Donc, les gens ne respectent même plus les autres sont des dommages collatéraux, juste. C'est tout ça. Les dommages collatéraux, juste ça. Et vraiment des enfants. C'est très grave quand même d'attaquer un hôpital pour enfants. Ce sont des enfants et surtout, bon, avec tout ça, ils sont, disons, victimes de toutes parts et tout. Alors, attaquer l'hôpital qui les soigne, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Sachant que je suppose qu'il n'y a pas que disons, et même si ça ne change rien, je suppose qu'il n'y a pas que des adolescents, il y a aussi des bébés. Des gens qui naissent déjà dans un climat de guerre et de peur, ce genre de choses. Et vous osez vraiment les attaquer comme ça alors qu'ils sont encore vulnérables, ils ne sont même pas aptes à fuir. C'est vraiment quelque chose. Les autorités ukrainiennes dénoncent ces attaques comme des crimes de guerre et appellent la communauté internationale à une réponse. C'est quelque chose qui rappelle énormément notre cas en RDC. Suite aux attaques qu'il y a à l'est de notre pays, il y a beaucoup de condamnations qui ont été faites, il y a beaucoup d'appels à la communauté internationale, mais sans réponse. Ah oui, hein, ah oui. Et ça, c'est quelque chose qui me chagrine et qui me désole énormément parce que je pense qu'il y a quelque temps, au Parlement français, il y a un député qui a parlé de ça. Il a dit la guerre Ukraine-Russie, il faut voir comment les gens sont aptes, la communauté internationale, la Commission européenne est apte à intervenir, l'Ukraine et tout. Mais la guerre de l'Est chez nous ici dure depuis des années. Des années, plus de 20 ans. Moi, je trouve juste que c'est question d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt là derrière et ben voilà, nous sommes victimes de tout ça. Donc,
C'est triste, c'est très triste. Oui, c'est vraiment triste. Les attaques sur les infrastructures civiles, en particulier des établissements de santé, sont condamnées par les organismes internationaux, ce qui souligne l'urgence d'une cessation des hostilités pour protéger les civils et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Les aides humanitaires sont les boîtes de savon, les seringues, les médicaments et ce genre de choses. Donc on va regarder tout de suite le reportage et on va passer à l'information suivante. C'est la fin d'une journée d'horreur ici dans la capitale ukrainienne, à Kiev, derrière moi. L'hôpital pour enfants qui a été touché aujourd'hui par un missile russe, le plus grand hôpital pour enfants d'Ukraine, un des plus grands d'Europe. Il traitait jusqu'à 20 000 patients par an. Ici se trouvaient 600 enfants en traitement, parfois pour des pathologies lourdes, des pathologies rares, des cancers, au moment de l'explosion de ce missile sur le centre de dialyse où des enfants étaient traités. Ici, il y a eu pour l'instant 2 morts, 7 enfants blessés, miraculeusement pas de blessures graves, mais un traumatisme profond. Tous les patients n'ont pas réussi à être évacués. Un chirurgien me disait plus tôt aujourd'hui que 3 opérations critiques étaient en cours au moment de l'explosion, dont une à cœur ouvert. Un autre chirurgien abdominal disait que tous les patients n'ont pas pu être mis à l'abri au sous-sol puisqu'ils étaient attachés à des machines et que toutes les infrastructures d'oxygène, de communication, d'énergie de l'hôpital ont été détruites. Un drame immense, 2000 secouristes sur place, des centaines de civils sont venus également prêter main forte à ces secouristes, apporter de l'eau, apporter de la nourriture également. Ici, un grand élan de solidarité qui montre à quel point les Ukrainiens ne sont pas prêts à accepter une prétendue paix russe, puisque la Russie continue d'envoyer jour après jour ses missiles et ses drones contre les Ukrainiens, contre des infrastructures civiles. Et ici à Kiev, un deuxième hôpital, une maternité a également été touchée à l'autre bout de la ville. 7 morts y viennent s'ajouter à de nombreux autres à travers le pays. Les villes de Dnipro avec une douzaine de blessés, de Kryvyi, la ville native de Volodymyr, natale de Volodymyr Zelensky, a également été touchée. Plus de 10 morts, des douzaines de blessés. Là-bas également, Kramatorsk, Sloviansk ont été touchés. En tout, 38 missiles ont été lancés par la Russie contre l'Ukraine. Seuls 30 ont été interceptés par la défense antiaérienne. C'est pour cela que Volodymyr Zelensky se rendra à Washington pour le sommet de l'OTAN avec une demande envers ses alliés, fournir plus de systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine pour qu'elle puisse enfin sécuriser complètement son ciel. Donc comme le reportage vient de nous montrer ces images qui brisent vraiment nos cœurs, on peut voir les hôpitaux, plusieurs hôpitaux détruits, des pharmacies brûlées, des enfants qui sont déjà malades vu qu'ils étaient à l'hôpital, par terre, au sol. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'on se demande vraiment, a-t-on vraiment encore une once d'humanité dans ce monde, afin d'attaquer des zones qui sont censées être neutres. Des zones qui sont censées être neutres, et là encore plus, il y a des vies d'enfants, c'est vraiment quelque chose. Donc, on va passer à la dernière actualité, qui est la trêve humanitaire de 14 jours en RDC. La ministre des Affaires étrangères reste vigilante suite à cette trêve humanitaire de 14 jours qui aura lieu entre le M23 et l'armée congolaise. Elle a également affirmé que l'État congolais reste vigilant contre toute violation de cette trêve, qui durera 14 jours, comme je viens de vous le dire, du 5 au 18 du mois en cours. Elle a dit, je cite, « Trêve ne veut pas dire que nous restons immobiles. Nous sommes vigilants sur tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. Trêve ne veut pas dire non plus statu quo, car la violation flagrante de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda est un acte publiquement décrié par l'Union africaine. Nous parlons d'une trêve de 14 jours, mais également nous parlons d'efforts diplomatiques qui ne doivent s'arrêter parce qu'on ne peut pas tout régler en 2 semaines, a-t-elle précisé.
Et elle a raison. On ne peut pas régler cette guerre ou ce problème en 2 semaines si au bout de 20 ans, on n'est toujours pas en mesure de le régler. C'est un problème qui touche plus que les Congolais, plus que les Rwandais. C'est quelque chose qui touche carrément le monde entier parce que la zone qui est en guerre est une des zones les plus riches du pays. Cette guerre profite énormément aux puissances internationales. Et on peut vraiment comprendre pourquoi la communauté internationale n'intervient pas directement dans cette guerre parce qu'ils savent que d'un côté, ils profitent un peu, vous ne pensez pas? Enfin, je ne pense pas. En tout cas, moi, je pense que il y a une part de ça. Comme tu viens de le dire, ils profitent derrière la guerre parce qu'on sait tous que l'Est du pays est vraiment une région minière. Il y a pratiquement tout là-bas. Il y a les mines, toute forme de minerais. Il y a certains minerais qu'on n'a même pas encore découverts, qui sont enfouis là. Peut-être qu'ils sont là, mais on ne connaît pas encore leur utilité. Effectivement, c'est ça. Alors, je pense qu'ils profitent de tout ça. Cette guerre profite vraiment aux Occidentaux, aux Américains et toute la commission internationale là. Et ils ne voient pas trop l'utilité d'intervenir parce qu'ils savent que si les Rwandais prennent des richesses par ici, ils vont avec chez eux et eux, ils iront chez eux pour acheter ça à un prix réduit alors qu'ici, peut-être, on va un peu négocier. Ici, justement, on va respecter les règles. C'est-à-dire, je ne sais pas, supposons que 1 kilo d'or coûte 100 000, on va le mettre à 100 000, mais eux, ils sont... il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont cupides et ils voudront forcément moins cher. C'est vrai que tout le monde veut payer moins cher, mais à quel prix? C'est ça, au prix du sang des personnes innocentes, exactement. Au prix du sang des enfants, des femmes. C'est pas possible cette affaire. Hein. Et surtout, qu'est-ce que ça coûterait à ces personnes-là de venir directement négocier? Puisque au lieu d'avoir des pertes en vies humaines, venez, on négocie directement, on trouve une solution. Non, mais c'est terrible cette situation. La nature humaine est vraiment complexe. Parce que autant les hommes sont de bonnes personnes car ils cherchent toujours à faire évoluer la société et à faciliter la vie des autres humains, autant ils sont assez avares et cupides. Lorsqu'il y a quelque chose comme ça, par exemple, il y a un voisin qui est plus riche que toi. Mais la logique des choses serait de lui demander de t'aider et pas essayer de tout lui prendre afin que toi tu aies tout et que lui il n'ait rien. Ce serait vraiment ça, n'est-ce pas, la logique des choses? Effectivement, parce qu'entre voisins, on s'entraide toujours. C'est ça. On s'entraide toujours, on a vu ça, on voit ça, peut-être qu'une voisine manque un peu de sel. Elle vient, maman, on coupe ça à moi. Elle manque un peu de ça. Est-ce que je peux avoir le feu chez toi? Est-ce que je peux avoir votre mabola et tout ça? C'est ça. Donc, en fait, on s'entraide toujours. Mais pourquoi vouloir venir forcer les choses? Forcer la main, voilà. s'imposer. Non. Chacun a son territoire. On ne viole pas le territoire d'autrui comme ça. Et ça, en tout cas, pour moi, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable, cette guerre. Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est vraiment une violation du territoire national. C'est quelque chose qui est puni aussi par les 2 conventions qu'il y a eu dans le droit diplomatique. Chaque État est obligé de respecter la souveraineté d'un autre État. Nous, les Congolais, on n'a pas le droit d'aller en Ouganda et essayer de régler le problème des Ougandais sans qu'ils nous aient invités. Non. Même s'ils sont au bord de la crise, ils doivent nous inviter afin qu'on puisse les aider. Et encore plus dans ce cas-ci, ils doivent nous inviter afin qu'on puisse prendre les minerais s'ils en ont. Ils ne peuvent pas venir chez nous là et nous voler et puis nous dire que oui, mais vous avez tout et puis nous on n'a rien. Mais c'est pas notre faute. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. C'est Dieu qui donne. C'est ça, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Comme on dit que la RDC est considérée comme une catastrophe géologique ou quelque chose du genre, ou quelque chose pareil. C'est notre catastrophe à nous. Vous avez besoin de quelque chose, venez, on discute et on va s'arranger par rapport au prix. Et s'il faut vendre, on vend. Mais nous aussi, comme ça va bénéficier aussi à notre nation. Parce que là, maintenant, ça ne nous bénéficie pas. Parce qu'on ne gagne rien de ça. Et ça ne fait que nous enfoncer encore et davantage. Et ça, ce n'est pas bon. Voilà. C'était tout pour notre rubrique Actualité.
Ukraine.